Interne du FMI, un spécialiste des marchés monétaires, entre autres, qui va nous parler du rôle des marchés monétaires dans le développement du marché financier. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Monsieur Alain Van de Put. Bonjour à tous. Voilà, mon nom est Alain Van de Put. J'ai travaillé à la BCE et au Fonds monétaire international depuis 2007. Je remercie UEMOA à titre d'avoir organisé cette rencontre. Et donc, je vais me focaliser sur l'importance du marché des titres à court terme pour le développement des marchés financiers et la transmission de la politique monétaire. Donc, dans ce panel, je vais accueillir M. Babacar Cissé. Voilà. Donc, M. Babacar Cissé est directeur d'aide publique au Sénégal. Il a été inspecteur principal du Trésor breveté de l'École nationale d'administration en 2000 et il a été ancien conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances et du Plan de 2007 à 2011. Donc, il capitalise évidemment à ce jour une importante expérience dans la gestion de la dette. Je vais également accueillir M. Ibrahima Sagara de la BCEAO. Donc, M. Ibrahima travaille dans le secteur bancaire et financier, bonjour, depuis 15 ans. Il est diplômé de l'ENSEA en Côte d'Ivoire et du CESAC au Sénégal. Il a démarré sa carrière dans le secteur privé, d'abord à Ecobank et puis à Banque Atlantique. Et puis, il a travaillé à la salle des marchés de la BCEAO et il est chef du service du marché monétaire depuis 2018. Bonjour, Monsieur Sagar. Madame Koné. Bonjour, Madame Koné. Madame Koné est directrice exécutive à Standard Chartered en Côte d'Ivoire. Elle dirige le département des marchés financiers de Standard Chartered. Elle a une vaste expérience dans le domaine de la trésorerie, des marchés d'échange et des transactions de produits structurés et de la gestion ALM. Elle a aussi travaillé au sein de la BCEAO et dans des banques internationales et régionales en Afrique de l'Ouest au cours de sa carrière. Elle est une participante active sur le marché des titres dans la zone UEMOA. Elle est diplômée de Concordia University et de George Washington University. Bonjour, Madame Koné. Et la dernière personne, Monsieur Eugène Brou, qui est avec nous aussi. Donc, M. Eugène Brou est directeur de gestion de BOA Capital Asset Management. C'est la deuxième société de gestion d'actifs de la zone UEMOA en termes d'actifs de gestion. Et il a précédemment exercé dans le domaine financier pendant 6 ans auprès de sociétés bancaires et financières. Il est diplômé d'un master en économie quantitative de l'Université de Delaware et également un certificat professionnel en finance et comptabilité de l'Université de Pennsylvanie. Et il a une bonne expérience sur le marché financier de l'UEMOA. Voilà. Merci. Donc, on va commencer la présentation. Donc, ma présentation va porter sur la dynamisation du segment des titres à court terme sur le marché des titres publics. Et donc, elle va avoir 6 aspects. Tout d'abord, l'importance du marché des titres à court terme pour la politique monétaire. Et le passage des taux très courts, qui sont les taux de politique monétaire, des taux plus longs. Et donc, encore une fois, l'importance à ce titre des marchés de titres à court terme. Un des problèmes pour les gouvernements d'émettre des titres à court terme, c'est le risque de refinancement et le risque de taux. On va voir comment les gouvernements peuvent remédier à ceci. On va aussi voir l'importance des titres à court terme pour les investisseurs, pour différents types d'investisseurs, et comment les États quelle stratégie ils devraient adopter pour les titres à court terme. Et également, finalement, on va voir le bénéfice pour les États d'émettre des titres à court terme. Par contre, j'ai perdu. Voilà. Voilà. Donc, tout d'abord, l'importance du marché des titres à court terme pour la transmission de la politique monétaire. Bon, le rôle d'une banque centrale, c'est d'établir un taux
politique monétaire et de faire passer ce taux de politique monétaire dans le marché. Donc, en décidant ce taux de politique monétaire, la Banque centrale va faire en sorte que les banques commerciales, dans leur gestion de la liquidité, aient un taux au jour le jour qui est proche du taux de politique monétaire. Et donc, l'idée, c'est que pour que ce taux de politique monétaire se transmette à des taux plus longs, on va utiliser la courbe du gouvernement. D'où l'importance des titres à court terme pour la construction de la courbe des taux. Les titres à court terme vont permettre la construction de la courbe de taux à court terme, et puis on va avoir les obligations à plus long terme qui vont permettre la continuation de la construction de la courbe des taux. Tout ceci va être la base pour la tarification des autres produits financiers. Mais ça va aussi être la base pour le changement aussi du système bancaire pour les taux de crédit et les taux de dépôt. C'est ainsi que la politique monétaire se transmet et qu'elle peut être implémentée de manière efficace. Donc, une bonne gestion de la dette est indispensable pour cette transmission de la politique monétaire. Donc, pour cette construction de la courbe des taux et pour la tarification des autres produits financiers. La Banque centrale, en injectant de la liquidité, le fait toujours sous forme de garantie. Donc, une bonne gestion de la dette permet aussi d'avoir un bon cadre du collatéral qui donne une garantie aux injections de liquidité de la Banque centrale. C'est également un élément indispensable dans les relations interbancaires via le développement du repo. Un autre élément indispensable, dans la session précédente, quelqu'un mentionnait la couverture de risque de change. Il faut savoir que le taux du marché monétaire est indispensable pour la construction de ce qu'on appelle les futurs, les forwards, et la protection contre les couvertures de risque de change. Donc, comment se fait la transmission d'un taux très court vers des taux plus longs? C'est tout d'abord les attentes de politique monétaire. Donc, les taux à 3 mois vont comprendre, par exemple, les attentes de politique monétaire dans les 3 prochains mois. Mais ils vont aussi comprendre une prime pour le risque de crédit, évidemment, qui pour le gouvernement est normalement le prix le plus bas en termes de crédit risque, et aussi un risque de liquidité. D'où, par exemple, les émissions d'obligations à plus long terme ont des primes de risque de liquidité beaucoup plus importantes que les bons à court terme. Donc, en termes de solutions palliatives pour éviter les risques de refinancement et les risques de taux, il faut se fixer sur 4 piliers fondamentaux dans les émissions de la dette et dans la gestion de la dette et la gestion de la trésorerie du gouvernement. Tout d'abord, il faut une bonne gestion de la trésorerie qui soit consolidée au niveau du gouvernement. Trésorerie à court terme, trésorerie à moyen terme et trésorerie à long terme. Et développer des instruments qui sont spécialement dédicacés à cette prévision fine de trésorerie. Ça, c'est le premier élément qui est très important dans la gestion de la dette. Le deuxième, c'est d'adopter des principes de marché et une bonne discipline financière. Adopter des principes de marché, c'est-à-dire que les prix doivent refléter ceux donnés par les différents investisseurs. Troisième pilier d'une bonne gestion de dette, c'est rendre les opérations d'émission le plus transparentes possible, les plus prédictibles, les plus stables et les plus crédibles. Prédictibles parce que, en général, le système bancaire et les investisseurs en général veulent avoir une visibilité sur ce qui va être émis. Donc, stabilité également parce que plus vous avez de volatilité au niveau des dates d'émission, mais aussi au niveau des montants émis, plus vous aurez des taux qui vont être plus élevés. Donc, transparence, prédictabilité, stabilité et crédibilité renforcent la confiance des investisseurs et ils accroissent
ils accroissent la demande et donc, parce qu'ils accroissent la demande, ils diminuent le coût et le risque de refinancement. Finalement, et ici, on voit l'importance des titres à court terme. L'importance des titres à court terme, c'est essayer d'élargir la base des investisseurs le plus possible. Pourquoi? Parce que certains investisseurs vont préférer du segment à court terme par rapport à du segment à long terme. Donc, si on favorise trop le segment à long terme, on va se retrouver avec une segmentation des investisseurs. On va avoir un surplus de demande par rapport à l'offre et donc on va payer plus cher. Non. Okay. Donc, l'importance des instruments à court terme pour les investisseurs, c'est qu'il faut pouvoir satisfaire des investisseurs qui n'ont pas nécessairement envie d'aller sur le segment long de la courbe. Et c'est surtout le cas quand on a un marché secondaire qui n'est pas très actif, où justement, il n'y a pas beaucoup de liquidité dans le marché de la dette. Donc, il faut pouvoir avoir un segment court qui satisfasse certains investisseurs. C'est notamment souvent le cas, par exemple, pour les flux de capitaux avec des investisseurs étrangers. Mais c'est également le cas pour d'autres investisseurs qui ont simplement une gestion de trésorerie à court terme et qui veulent investir dans des titres à court terme. Finalement, c'est également le cas dans la gestion de la duration ALM pour le bilan des banques, par exemple. Pour essayer de réduire la duration, il va falloir avoir des titres à court terme pour changer la duration. Donc, stratégie de gestion de la dette qui intègre des objectifs de développement du segment court terme. Comme je l'ai déjà dit, ça passe par une gestion très fine de la trésorerie avec des besoins de trésorerie à court terme et des besoins d'investissement qui seront plus à moyen et long terme. Ce qui veut dire que des besoins d'investissement qui seront plus à moyen et long terme vont donc là, on va émettre des instruments à moyen et long terme, mais pour tout ce qui est besoin de trésorerie à court terme, on émettra des instruments à court terme. Donc, OK. Donc, le bénéfice des États pour développer le marché des titres à court terme, ça vient principalement par un élargissement de la base des investisseurs, une réduction, sachant aussi que normalement une courbe de taux est pentue, comme on l'a dit déjà, la prime de liquidité sur des taux plus longs est plus importante, donc ça permet de réduire également le coût de la dette. Et oui, donc l'élargissement de la base des investisseurs en réduisant la segmentation. Et tout ça permet de baisser la charge liée aux intérêts pour les États. Voilà cette présentation introductive du lien entre le marché des titres à court terme, la politique monétaire et l'importance pour tout le monde, tout compte fait, pour les investisseurs, pour l'État et pour la Banque centrale d'émettre des titres à court terme. Donc maintenant, je vais me tourner vers les différents panélistes. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être me tourner vers M. Cissé. J'ai une question concernant comment déterminez-vous les différentes maturités de vos émissions? Qu'est-ce que vous prenez en considération? Voilà, ce serait la première question. Merci beaucoup et bonjour à l'assistance. Je pense que nous, alors pour un peu élaborer un peu le calendrier donc de nos émissions, qui spécifie un peu les maturités que nous envisageons donc d'émettre, nous avons recours à, je veux dire, 3 à 4 je veux dire, éléments principalement. Le premier, pour bien donc définir ce calendrier-là, c'est le plan prévisionnel de trésorerie, qui est donc établi sur la base du cadrage macroéconomique
que nous avons, sur la base également des hypothèses qui sont un peu attachées à la nature donc cyclique des ressources et des charges que nous avons donc à exécuter. Et donc, ça nous permet, nous, de déterminer un peu les gaps de financement que nous devons combler. Donc, ça, c'est déjà un premier élément d'information qui est essentiel. Et le plan également nous permet aussi de savoir, par exemple, quelles sont les ressources qui sont assez certaines en termes d'appui budgétaire, d'avoir des dates prévisionnelles peut-être de mobilisation et s'il y a peut-être lieu de les mobiliser en anticipation, pour pouvoir donc mieux adresser en ce moment-là les instruments de trésorerie qui permettraient peut-être donc de faire des crédits relais à ce niveau. Donc ça, c'est un premier élément qui est extrêmement important. Le deuxième élément également que nous prenons en considération, c'est naturellement l'échéancier de la dette qui est déjà contractée. Parce que quand on définit des maturités, il faut également s'assurer que à l'échéance au remboursement, que nous n'avons pas à être confrontés à une charge, on va dire, trop importante pour être couverte par les ressources attendues à cette période-là. Donc ça, c'est également un élément que nous prenons en compte. Le troisième élément, c'est naturellement l'information sur le marché que nous sollicitons auprès des acteurs, auprès de l'agence Humanité, qui nous renseigne davantage un peu sur la nature de la liquidité, son niveau disponible éventuellement. Ça nous permet de mieux calibrer également les montants de nos interventions. Et le tout dernier élément, c'est la nature même de la charge que nous couvrons. Évidemment, comme vous l'avez dit, dans l'optique d'une gestion ALM, quand on veut couvrir des charges liées à des dépenses d'investissement, il va falloir naturellement plutôt aller vers des instruments obligataires. Et quand il s'agit de charges, je veux dire, d'une autre nature, peut-être penser à des instruments plus court terme. Voilà un peu les éléments que nous combinons pour pouvoir donc, sur cette base-là, mieux définir les maturités de nos émissions. D'accord, merci. Et je vais me tourner vers M. Sagara, vers la BCEAO, et sur l'importance du segment court pour la transmission de la politique monétaire et comment lui voit l'importance des bons du Trésor et leur rôle dans la transmission de la politique monétaire dans la zone. Merci. Bonjour, chers participants. Au niveau de la Banque centrale, les instruments de marché présentent un intérêt particulier dans la mesure où ce sont ces instruments-là qui ont constitué le fondement de la mise en œuvre de la politique monétaire de la Banque centrale. Et de ce fait-là, le segment court a représenté à un moment donné une proportion importante du marché. Et donc, ce sont ces ressources-là qui étaient utilisées, ces supports-là qui étaient utilisés comme les collatéraux. Et leur transformation en liquidité ne demandait pas forcément une exigence de temps relativement importante. Mais il est important de relever que dans le fonctionnement du marché, on a eu un shift qui s'est traduit par une évolution à la baisse de la proportion de ces instruments en faveur d'instruments long terme. Aujourd'hui, on a environ 5% de bons du Trésor dans l'encours à la fin des différentes années, alors que par le passé, comme référence autour de 2015-2014, on avait 40% de bons du Trésor. Donc, c'est dit que ce compartiment du marché s'est réduit. Et pourtant, c'est une alternative importante au crédit bancaire à court terme et il est placé dans le marché à travers des mécanismes de marché et qui sont plus transparents et qui sont de nature à refléter les décisions de politique monétaire de la Banque centrale. Donc, de ce point de vue, pour la Banque centrale, le segment à court terme est relativement important et il constitue une référence dans la tarification des autres actifs qui sont matérialisés à court terme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la construction de la courbe des taux qui devrait refléter les actions de la Banque centrale, il est important que ce segment-là soit abondé de façon relativement satisfaisante pour que l'offre et la demande à ce niveau-là puissent s'équilibrer et refléter correctement les décisions de politique monétaire de la Banque centrale. Voici ce que je peux dire sur ce point. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Madame Koné, dans le cadre de la même question et de la gestion de trésorerie de Standard Chartered, est-ce que vous avez des préférences pour certains segments de la Cour? Merci, bonjour à tous. Alors oui, nous on prône pour plus de titres à court terme. Donc on a une nette préférence pour les émissions de titres à court terme pour les raisons suivantes. D'abord, c'est un excellent placement de liquidité qui est vraiment plus en adéquation avec le profil de notre liquidité.
Ensuite, ce sont des titres qui sont très liquides. Donc, en cas de besoin de liquidité, on peut facilement pouvoir les vendre sur le secondaire. Ça nous permet également, tout en investissant, de garder en tête nos critères de risque, les critères de risque qui sont prônés par le groupe auquel j'appartiens. Et enfin, dans un environnement comme celui où nous sommes aujourd'hui, où on constate que les taux sont à la hausse, ça permet de réinvestir quand même un peu plus rapidement les remboursements qui sont obtenus. Donc, si on est sur du 3 mois, on a plus l'opportunité de se repositionner dans des émissions suite au remboursement. Bon, bien sûr, à côté de ça, il y a certains désavantages, donc notamment le rendement, qui est moins important, il faut le dire, sur les titres à court terme que sur le long terme. Et également, je pense que M. Sagara en a parlé pendant son intervention, sur ces dernières années, la disponibilité, en fait. Ça devient, on avait observé que c'était de plus en plus difficile d'avoir dans les émissions des propositions sur le court terme. Donc là, ça posait un peu de problème pour les groupes comme nous qui ont vraiment une préférence pour le court terme. Donc, pour pallier à ça, on se repositionnait sur le secondaire où, Dieu merci, il était possible d'acheter des titres qui avaient des maturités résiduelles qui correspondaient un peu à nos besoins. Malheureusement, sur le secondaire, il y a d'énormes progrès, mais on a encore un manque de visibilité en fait par rapport à l'offre et à la demande, puisque les transactions se font de gré à gré. Merci. Monsieur Bou, avez-vous une opinion sur le sujet? Oui. OK, merci et bonjour à tous. Dans le cadre de la gestion d'actifs, l'importance du segment court terme est très important sur 2 points. Nous avons les OPCVM monétaires. La stratégie d'investissement en termes de maturité, ce sont les moins de 2 ans. Donc, ça colle pratiquement avec le court terme. Le deuxième produit, ce sont les produits OPCVM moyen et long terme. On a notre stratégie d'investissement qui se décline en termes d'émetteurs et surtout en termes de maturité. Pourquoi en termes de maturité? Lorsqu'on dit souscription dans un OPCVM, il faut penser à rachat. Si jamais le rachat colle avec une souscription, c'est le jackpot. Alors qu'on sait tous que le jackpot, c'est une fois sur combien de temps. Donc, lorsqu'il y a un rachat, on a des mécanismes en interne pour dégager la liquidité. Entre autres, la cession du court terme. C'est-à-dire que lorsqu'on a décliné notre stratégie en termes de maturité, on a une approche court terme pour faire face au rachat. Deuxième point très important, on fait de la gestion vraiment active. C'est-à-dire on saisit les opportunités sur le marché secondaire et surtout sur le primaire. En ce moment, on a constaté qu'on a une hausse des taux. Sur le moyen et long terme, on se fait des pricing qu'on n'avait pas vu, ça fait 3 ou 4 ans. Donc, dans cette période-là, on sait l'importance du court terme on sent l'importance du court terme, on sent ce court terme-là pour se repositionner sur le moyen et long terme et booster la performance. Il va sans dire qu'en termes de valorisation, on est au coupon couru. Donc, pour booster ta performance, c'est le pricing. Le pricing, c'est de prendre avantage du pricing, le bon moment pour entrer dans les titres et céder le court terme et se positionner sur le moyen et long terme lorsqu'il y a une hausse de taux. C'est ce que je peux ajouter. Merci. Donc, M. Cissé, je ne sais pas si vous voulez réagir aux autres intervenants concernant probablement un manque de court terme actuel et si vous voyez un changement dans la stratégie dans le futur. Alors, je pense, comme l'a dit M. Sogara, c'est une évolution qui est dans une certaine mesure contextuelle. Hein. Comme il l'a dit, il y a de cela peut-être qu'on peut mettre 5 ans, voire 6, 7 ans, on était à un niveau beaucoup plus élevé d'instruments de court terme dans notre portefeuille. Ça a pu évoluer, je veux dire, en faveur des instruments, on va dire, plus obligataires, parce que l'environnement a été peut-être favorable propice donc à cette évolution. Mais ceci étant, bon, il demeure que fondamentalement, la gestion, donc la liquidité par les investisseurs va être tributaire un peu donc des contraintes auxquelles donc ils font face, de leur appétence également par rapport à un certain nombre de risques. Et clairement, nous avons certes donc des besoins en termes d'offres donc qui sont plutôt positionnés sur le long terme.
Mais s'il y a lieu qu'il y ait des ajustements, certainement, ils ne manqueront pas d'être faits pour qu'on puisse peut-être concilier peut-être les attentes des uns et des autres pour aller maintenant sur peut-être des choix d'instruments qui puissent être beaucoup plus compatibles véritablement avec l'environnement réglementaire, l'environnement économique auquel nous faisons face. Voilà. Bon, peut-être je peux commencer par vous, mais comment vous voyez les différents investisseurs par rapport aux différents segments de la courbe? Quels sont les investisseurs qui vont naturellement se porter plus vers des segments courts par rapport à d'autres investisseurs qui sont... Évidemment, ça va dépendre de l'importance du marché primaire et secondaire, si le marché secondaire est très actif, mais dans le cadre actuel de la zone, quel type d'investisseurs vous voyez pour les différents segments de la courbe? Bon, comme je l'ai dit tantôt, je pense que le positionnement des investisseurs sur les différents segments de la courbe relève de plusieurs facteurs. J'ai adressé un peu les aspects conjoncturels, mais également, il y a également des aspects qui sont liés un peu à leur... alors, qui sont peut-être liés un peu à leur stratégie d'investissement et à leurs préférences et contraintes. Alors, bon, comme on l'a dit dernièrement, on a pu observer qu'ils se sont massivement positionnés dernièrement sur, disons, plutôt le segment long terme de la courbe, parce qu'il y avait peut-être un environnement favorable à cela. Mais naturellement, le positionnement va être, comme je l'ai dit, dépendant de la nature et du volume peut-être de la liquidité qu'ils gèrent, notamment à travers le dépôt et des contraintes réglementaires auxquelles donc ils sont exposés, de telle sorte qu'ils aient plus attendu, par exemple, d'investisseurs bancaires, qu'ils soient peut-être beaucoup plus sur le segment, on va dire, court terme, voire peut-être dans une certaine mesure moyen terme, et que les investisseurs institutionnels, dont c'est véritablement donc la vocation, soient beaucoup plus sur le segment long terme. Et je crois que c'est sur cela qu'il va falloir travailler, faire en sorte qu'il y ait cette on va dire spécialisation-là qui nous permettrait véritablement d'avoir des poches de liquidité, je veux dire, réparties de façon assez appropriée sur tous les points de la courbe. Je ne sais pas si Madame Connet et Monsieur Brou voulaient réagir sur les investisseurs qui seraient plus intéressés par le court terme. Bon, vous avez mentionné que le court terme chez vous, c'était intéressant à cause de la liquidité, parce que le marché secondaire n'était pas trop actif. Mais vous voyez d'autres investisseurs? Alors, déjà, juste pour dire que depuis le début de cette année, on a noté quand même, il y a eu une très bonne tendance de la part des trésors. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu le Sénégal faire du 3 mois, ce qui était assez rare. Donc, je pense qu'on a déjà amorcé, en fait, une bonne tendance pour pouvoir attirer ceux qui ont la préférence sur le court terme. Maintenant, en termes de la variabilité des investisseurs, je pense que comme M. Cissé l'a dit, hein, c'est un peu, je pense que chaque banque a une approche qui est fonction un peu de la maturité, de la sensibilité de la liquidité. Ça peut varier au cours de l'année. C'est fonction aussi des besoins, en fonction des dépôts que la banque collecte. Donc, je me dis que sur notre marché, on a principalement des institutionnels. Maintenant, une des grandes avenues qu'il faut peut-être considérer, c'est après les investisseurs étrangers. Comment est-ce qu'on peut essayer d'attirer plus d'investisseurs étrangers? Quel est le profil de maturité qu'ils préfèrent? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc, je pense que c'est un peu ça que je vois en termes de diversification. Ensuite, je me dis, comment on fait pour pouvoir attirer aussi les petits investisseurs? Donc, ceux qui viennent, qui ne sont pas forcément des gros porteurs comme les banques, comme les assurances, les fonds d'investissement, mais ceux qui aujourd'hui, dont on n'entend pas trop parler, qui veulent investir, je ne sais pas moi, 500 000 sur des titres, comment est-ce qu'on fait pour les attirer? Est-ce qu'on revoit le montant initial de 1 million pour pouvoir participer? Donc voilà, c'est un peu ces pistes de réflexion que je vois sur la question. Merci. Je vais abonder dans le même sens. Je pense que tout investisseur qui veut optimiser sa trésorerie, le segment court terme est bienvenu. Derrière aussi, je pense qu'il y a un segment de corporate qu'on peut toucher parce que eux, leur trésorerie, c'est vraiment ceux du court terme. Ils ont tendance à aller sur les DAT ou bien les OPCV monétaires, mais le court terme peut être une solution de diversification pour eux. Et surtout,
leur faire comprendre que aller sur UOMA, tu n'as pas besoin de 1 milliard. Avec 100 millions, je peux prendre les bons du trésor ou 200 millions. C'est petit. En tout cas, moi, je pense que la cible corporate, mis à part les assureurs non-vie, les banques, la cible corporate peut être une niche pour le segment court terme. Monsieur Sagara, vous voulez rajouter quelque chose? À mon avis, le positionnement des acteurs sur le marché est lié à un équilibre entre l'offre et la demande. Il faut noter qu'on a, au niveau des émetteurs, un manque de récurrence par rapport à l'intervention sur le court terme. Donc, il est difficile de se projeter. Il fut un temps où certains émetteurs ont cessé d'émettre sur le court terme, malgré que leur signature présentait un intérêt. Ce fut également le cas, même actuellement, pour certains émetteurs qui ne font même pas du court terme, qui sont seulement sur le moyen et le long terme. Même si leur signature présente un intérêt pour des investisseurs, il n'est pas possible d'acquérir les supports d'investissement qui sont émis par ces émetteurs. Donc, à mon avis, il s'agit en fait de faire un arbitrage entre la stratégie d'émission sur le court terme. Est-ce qu'on s'inscrit dans une stratégie qui est pérenne, d'une présence permanente sur le segment, où on essaie de capter des opportunités, comme c'est le cas aujourd'hui, dans un environnement de taux qui se relève? Certains émetteurs viennent sur le court terme parce que les taux sur le long terme augmentent. C'est aux émetteurs, en fait, d'adopter la stratégie qu'il faut, d'abord, et rendre cette stratégie lisible. Une fois qu'on a cet acquis, à mon avis, les différents intervenants du marché pourront analyser le marché et adopter une stratégie sur un horizon qui est un peu plus long et non chercher à rechercher des rendements de façon ponctuelle. Et c'est cette analyse-là que je pense que je peux faire sur la catégorisation des investisseurs qui aujourd'hui est dominée par les banques. Et les banques, en réalité, leur positionnement sur les différentes maturités reflète leur profil de risque. Ceux qui sont très prudents sont positionnés sur le court, malheureusement, n'ont pas forcément une offre qui est forcément adaptée. Et ceux qui sont sur le moyen et le long terme ont de l'offre, mais des fois sont confrontés aux difficultés du marché secondaire, dont on pourra certainement discuter dans la suite des débats. Je vous remercie. Merci. Et je suppose que le changement des politiques monétaires plus restrictives, diminution de la liquidité sur le marché va changer toute cette dynamique aussi. Une question avant de passer au marché secondaire, c'est quelles sont les améliorations qui pourraient être faites pour améliorer le marché primaire des émissions, tant court terme que long terme? Parce que pour avoir un marché secondaire, déjà, il faut avoir un bon marché primaire. Donc, quelles sont les initiatives? Bon, chacun peut donner son avis. Quelles sont les initiatives qui devraient être prises, ou peut-être vous avez des projets d'amélioration pour améliorer les émissions du marché primaire? Je ne sais pas, vous voulez commencer? Non, peut-être laisser le marché parler. Madame connaît. Merci beaucoup. Alors, les améliorations, je pense qu'on a déjà touché un peu, hein. À mon avis, d'abord, avoir des émissions à court terme de manière pérenne. C'est-à-dire ne pas seulement les avoir en début d'année et après, à la fin de l'année, il n'y en a pas, mais en avoir très régulièrement. C'est-à-dire que chaque mois, on sait qu'il y a du 1 mois, pourquoi pas, il y a du 3 mois, il y a du 6 mois, il y a du 12 mois. Ça, déjà, je dirais que c'est la première étape pour les acteurs du marché. Ensuite, deuxièmement, les systèmes qu'on utilise, donc les plateformes, ce sur quoi on transige. Est-ce qu'il est possible d'avoir des plateformes plus dynamiques où on peut facilement avoir accès à l'information, où les résultats peuvent être publiés tout de suite après les émissions? Comment est-ce qu'on peut essayer de dynamiser la transmission de l'information sur le marché monétaire au jour d'aujourd'hui, où on est vraiment à une époque où tout est vraiment digitalisé? Donc, c'est vrai qu'il y a déjà de gros efforts qui sont faits, mais on aimerait bien voir des avancées plus conséquentes dans ce domaine. Et puis, le troisième volet, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les investisseurs étrangers. Comment est-ce qu'on attire de manière massive sur le CFA? C'est vrai qu'il y a le Eurobond, on en a parlé tout à l'heure,
Mais comment est-ce qu'on attire les investisseurs étrangers sur nos marchés pour augmenter la profondeur du marché? Je pense qu'il y a deux critères qui sont très importants pour les investisseurs étrangers. Le premier, c'est de pouvoir rapatrier sans problème les devises qu'ils ont utilisées pour l'investissement au remboursement. Donc, est-ce qu'on leur propose pour ça peut-être un canevas particulier pour pouvoir faire ces opérations? Est-ce qu'il faut leur faire des roadshows pour les sensibiliser, pour leur faire savoir que sur nos marchés, c'est vrai, il y a des eurobonds qui sont faits, mais on a aussi de la dette locale qui peut être intéressante. Est-ce qu'il y a des eurobonds en dette locale qui peuvent être faits? Je sais qu'il y avait eu la discussion en Côte d'Ivoire à un moment donné. Et enfin, je me dis, par rapport au marché, à la diversification, les émissions de titres vertes, les émissions vertes, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder de ce côté pour les pays de la zone UEMOA que nous sommes? Comment est-ce qu'on peut faire des émissions qui sont vertes et qui, je pense, pourraient être très intéressantes pour les investisseurs étrangers? Bon, ça serait plus des OAT, je me dis, mais bon, je pense que c'est un outil, un instrument qu'on peut regarder aussi. Et enfin, on y est souvent revenu, le marché secondaire. Alors, le marché secondaire, je pense que déjà, on a besoin de plus de visibilité d'un point de vue de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, toutes les opérations sur le secondaire sont faites de gré à gré, c'est-à-dire qu'on s'appelle entre connaissances, c'est-à-dire, ah, je te connais, je t'appelle, tu penses, est-ce que tu as de la disponibilité sur ce titre? Mais on n'a aucun moyen de savoir à une échelle plus large qu'est-ce qui est disponible, à quel prix. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a des améliorations et c'est vraiment ce qu'on aimerait voir comme développement au cours des années à venir. Merci. Monsieur Brou. Bon, je ne vais pas trop répéter ce que Madame a dit. Moi, j'ai 2 points. Le premier point, c'est sur les annulations des opérations. Il est très difficile quand il mobilise de la liquidité pour une opération. Je ne sais pas si moi, titre avec les émetteurs, pour essayer de voir si le calendrier est à titre indicatif. C'est bien vrai. Tu vois sur le calendrier une opération terrestre, tu mobilises le fonds. Et ce n'est vraiment pas le délai pour annuler l'opération. Mais si derrière, il peut y avoir un mécanisme peut-être remplacer ou bien trouver une solution secondaire, ça nous permettra, nous, au moins, de ne pas trop mobiliser la liquidité. Et à la fin, tu te retrouves cette liquidité-là, tu ne peux pas toujours l'employer. Et tu vois, sur le marché secondaire, comme Madame l'a dit, c'est par connaissance, ça se fait le marché secondaire. Et finalement, tu te retrouves avec la liquidité et tu vas avec les banques pour le DAT parce qu'il faut que la liquidité soit rémunérée. Deuxième point, comme je l'ai dit, hein, on dit on veut réduire la proportion des banques. Si d'autres cibles ne viennent pas vers nous, je pense que ce sera un peu difficile. Et au moins, titre pour aller de ces cibles, je reviens encore sur les corporates. Il peut y avoir 100 millions, 200 millions à placer sur 3 mois, 6 mois. Le premier réflexe, c'est quoi? Les DAT. Après, les OPCV monétaires. Pourquoi ne pas leur montrer l'avantage de venir sur le marché de court terme? Parce qu'avec 200 millions, tu peux prendre le bon de trésor. Il ne faudrait pas que l'investisseur pense qu'il faut avoir 1 milliard ou 2 milliards pour venir sur le segment court terme. Donc, ce sont ces 2 points-là seulement que je leur revenir pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Monsieur Cissé, vous avez des... Oui, peut-être, bon, sur ce sujet-là, je suis d'avis qu'il faut peut-être déjà davantage donc renforcer les initiatives qui sont quand même prises par notamment l'agence UMA Titre à ce niveau-là. Et la réforme à laquelle je pense, ou bien l'initiative à laquelle je pense en premier, c'est celle des SVT, le rôle des SVT. On parle du marché primaire. Je pense que c'est vraiment le type d'acteur dont on entend beaucoup plus en termes d'activité pour que les émissions soient peut-être déjà prioritairement portées à leur niveau. Je veux dire, qu'ils soient plus ou moins sur un standing de grossistes qui vont peut-être acheter et peut-être revendre. On a parlé du marché secondaire, mais je pense que c'est un peu également au SVT d'avoir cette activité-là, de pouvoir donc animer ce marché, au-delà même des investisseurs étrangers qu'on souhaite un peu attirer sur notre marché. Je pense que déjà, en travaillant davantage avec les SVT, bon, bien entendu, il y a des dysfonctionnements qu'il va falloir régler par un dialogue beaucoup plus entretenu avec les émetteurs pour, je veux dire, appréhender, régler un certain nombre de contraintes. Mais moi, je pense que le développement de ce rôle des SVT-là peut être un bon point. Première chose. La deuxième chose,
c'est que dans notre espace également, il y a des investisseurs institutionnels, mais qui ne sont pas très, je vous dis, actifs sur les valeurs mobilières. Et peut-être que la liquidité existe à leur niveau. Moi, généralement, je me rends compte qu'on appréhende peut-être une partie de leur liquidité à travers des opérations sur le marché financier. Or, peut-être qu'il va falloir davantage sensibiliser. J'ai eu à être interpellé hier par la directrice financière d'une compagnie d'assurance. Je pense que ce sont ces institutionnels-là également qu'il va falloir un peu attirer sur notre marché et faire en sorte que les banques soient reliées et que, voilà, qu'on ne connaît pas seulement comme acteurs principaux de ce marché-là, les banques. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Bon, maintenant, naturellement, si on peut avoir donc un attrait pour des investisseurs étrangers qui peuvent venir donc conforter un peu la liquidité, notamment sur le segment long terme, pour beaucoup plus accommoder les besoins des émetteurs. Je pense également que c'est un aspect important. Vous me permettrez juste peut-être de marquer également mon accord sur un point qu'a soulevé Mme Koné, c'est un peu l'information. Je pense qu'également, ça aide à peut-être donner un peu plus d'orientation ou donc de point de décision aux investisseurs de se positionner par rapport donc aux offres ou demandes donc des émetteurs, en ayant peut-être une meilleure connaissance donc de leurs contraintes, de leur situation. Et ça, la notation y a aidé, mais je pense qu'il va falloir donc renforcer cela, faire en sorte que ce soit un exercice véritablement plus interactif et qui permet d'avoir cette information de façon exhaustive pour les investisseurs. Merci. Une question que j'ai, c'est sur la taille des gisements du marché primaire. Peut-être M. Sagara. Et donc, l'importance évidemment de la taille des gisements aussi pour le fonctionnement du repo. Si M. Sagara, vous voulez réagir. Merci. Je vais commencer par un petit commentaire sur le marché primaire parce que le gisement est lié au marché primaire. Sur le marché primaire, il faut noter quand même des évolutions remarquables qui ont été conduites par UMOA Titre, notamment l'élaboration d'un calendrier pour les émissions. Il est vrai que des annulations peuvent se produire des fois et cela crée certainement des désagréments. Mais également la standardisation des titres qui sont émis sur le marché parce que par le passé, nous avons été confrontés à des caractéristiques qui étaient très différentes sur les instruments et rendaient la comparaison très difficile. Aujourd'hui, ces difficultés sont derrière nous et dans le processus, aujourd'hui, nous avons des titres assimilables. C'est-à-dire qu'au moment de la création du titre, on a un gisement consistant qui est créé et ce gisement peut atteindre 200 milliards, 300 milliards, mais dans la réalité des faits, il n'est pas réabondé. Ce qui fait qu'on a des micro-lignes, une multitude de micro-lignes. Souvent, on a, dans une période relativement courte, plusieurs 3 mois, 3 ans, plusieurs 4 ans, plusieurs 5 ans. Et donc, ce qui démultiplie les usines sur ces maturités clés et dans la pratique, ces opérations qui sont réalisées sur le marché primaire à travers des tailles relativement petites ont des conséquences dans leur animation durant leur vie sur le marché du repo, sur les guichets de refinancement, mais également dans le cadre de leur circulation dans le marché secondaire. Donc, je pense que le principe d'assimilation qui a été adopté est très important, mais sa mise en œuvre doit être faite beaucoup plus rigoureusement de la part des trésors. Il est vrai que le risque de réinvestissement existe lorsqu'on a des gisements qui sont élevés, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il existe des techniques qui permettent de prendre en charge ces difficultés-là, de manière à ce qu'une fois que le titre est émis, sa vie après l'émission soit beaucoup plus dynamique. Et c'est ce qui est souhaité par la Banque centrale. Et ce dynamisme-là serait un facteur qui est susceptible de transmettre l'impulsion des décisions de politique monétaire de manière à refléter les conditions de financement de l'économie que la Banque centrale entend imprimer en fait dans l'économie de façon générale. Je vous remercie. Merci. Et c'est essentiel aussi pour le rôle des SVT, pour la gestion de leur stock. Je ne sais pas si les membres du panel veulent rajouter quelque chose ou si on passe aux questions du public. On va ouvrir sur les questions du public. Ok, merci. Merci. 2 questions déjà. Une troisième ici.
Cette fois-ci, elles sont toutes regroupées sur la droite. Bonjour, je suis Sao Alioune de la EGI Everest Finance. Question pour M. Cissé. Je vais rebondir sur la première question qui a été posée à M. Cissé sur le choix des maturités. On constate principalement 2 maturités sur 3 ans et sur 3 mois et sur 12 mois. Est-ce que ce sont les éléments qui ont été avancés tout de suite qui font que naturellement le choix des maturités se fait sur 3 mois et 12 mois, ou il y a d'autres éléments qui font que le choix est porté sur principalement ces 2 maturités-là? Je profite de l'occasion aussi pour féliciter Agence Humature pour l'organisation de cette rencontre. Au-delà de l'expertise qu'on en tire, ça nous permet au moins de mettre un visage sur les mails à moindre coût. Mais merci beaucoup et merci à Aldune. Bon, il est vrai que pour ce début d'année, je pense que Mme Koné l'a dit, nous sommes pour le moment intervenus principalement sur des maturités, on va dire, court terme et moyen terme, 3 mois, 1 an et 3 ans. Alors, comme je l'ai indiqué tantôt dans mon intervention, les éléments qui président à cela, je veux dire, tiennent à plusieurs considérations. L'échéancier qui est déjà en place, ça nous permet de savoir est-ce que quand on recourt à des maturités de court terme, est-ce que nous aurons la capacité à l'échéance donc de pouvoir donc avoir les ressources nécessaires et de faire face à l'obligation sans défaut. En faisant le choix d'aller sur une maturité de 12 mois, naturellement, nous regardons la tombée. Est-ce que dans 12 mois, on sera à un niveau de charge qui, en fonction des ressources attendues, nous permettrait d'y faire face sans beaucoup de contraintes? Et c'est généralement ça qui préside un peu au choix des dates ou périodes pendant lesquelles nous sortons donc sur cette maturité. Alors, pour la maturité infra-annuelle de 3 mois, c'est d'autres informations qui nous permettent un peu donc de mieux les déterminer. C'est notamment les ressources que nous attendons, donc également l'échéance, mais au cours de l'année. Donc, on les relaie souvent sur des ressources qui sont attendues, qui sont, disons, quasiment certaines, avec des dates approximatives qui tournent autour de la période d'échéance. Et ça nous permet donc de pouvoir avoir en ce moment-là une assurance, donc quand même de pouvoir, je veux dire, rembourser sans défaut. Bon, vous noterez néanmoins que le souhait, c'est quand même de rester prioritairement par rapport donc à notre stratégie sur des maturités, on va le dire plutôt moyen long terme. Mais bien entendu, ce sera une combinaison de tout cela qui va constituer notre programme sur toute l'année. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à tous. Ahmed Fall de la EGI Impact6. Tout d'abord, j'ai une petite contribution. C'est que j'ai l'impression qu'au début, on a opposé le court terme et le long terme, comme si les investisseurs ont switché du court terme vers le long terme. Mais je pense que M. Brou l'a abordé à un moment. Le vrai sujet, c'est la concurrence des DAT. Parce qu'aujourd'hui, un investisseur, de par sa politique ALM, il a le choix entre aller sur du DAT ou venir sur des papiers courts sur une mois à titre. Et l'autre question que j'avais, et c'est aussi potentiellement une question pour une mois à titre. Aujourd'hui, les investisseurs, quand ils veulent acheter des obligations sur le secondaire, ils peuvent le faire depuis leur téléphone, à partir de l'application des EGI, ce qui n'est pas possible aujourd'hui sur une mois à titre. Donc, si on veut démocratiser l'accès, je pense que la digitalisation est potentiellement le meilleur moyen de le faire. Et la question que j'avais pour les panélistes, aujourd'hui, on voit que sur une mois à titre, la maturité de 2 ans n'existe pas. Est-ce que si on rajoutait cette maturité de 2 ans, ça vous aiderait plutôt que d'aller tout le temps sur du secondaire? Parce qu'on sait que le primaire et le gisement, c'est le primaire qui alimente le secondaire. Et une dernière question pour une mois à titre. Si vous voulez vraiment inciter les SGI à, on va dire, participer à cet effort de démocratisation qu'on fait déjà, peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais pourquoi ne pas les inciter en les payant, en leur payant une commission de participation si elles arrivent à lever un certain montant? Merci. Je ne sais pas qui veut répondre. Madame Koné. Merci. Merci pour les questions, Monsieur Fall. Moi, je pense que le segment de 2 ans est très intéressant. Et comme vous avez dit d'entrée de jeu, il est important de rappeler que c'est vrai. Je vais parler pour l'institution où je suis. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de participants qui sont dans le même cas.
C'est vrai qu'on tend vers le court terme, mais on n'est absolument pas en train de dire que c'est tout ce qu'on fait. On essaye, c'est important d'avoir le mix, le bon mix de court terme et de long terme, même si on a une préférence pour l'un contre l'autre. Donc, pour revenir au segment de 2 ans, à mon avis, c'est un segment qui est très intéressant. C'est vrai qu'avant, on l'avait, je ne me souviens plus trop à quel moment il a disparu. Et ça serait bien sûr très intéressant de revisiter. Ça reste toujours, on va dire, plutôt vers le court terme que vers le long terme. Donc, je pense que ça serait intéressant peut-être de tester déjà, de faire pour certains pays, de faire des opérations test et de voir comment le marché répond à des émissions à 2 ans. Je pense que cette année, en tout cas, on a vu avec l'aide de tout ce que UEMOA-Titres fait pour dynamiser le marché, tout ce que les trésors font aussi, les trésors, force est de reconnaître qu'ils prennent en compte ce que le marché demande, parce que on a vu cette année de manière très agressive le court terme. Donc, je me dis que l'alliance de UEMOA-Titres, le partenariat et des trésors devrait pouvoir nous donner des 2 ans et puis qu'on puisse voir comment ça va, quelle sera la réponse du marché par rapport à ça. Merci. Sur le 2 ans. Alors, bon, par rapport à cette problématique-là des instruments à 2 ans, bon, c'est vrai, hein, il y a peut-être un peu plus peut-être de 4 ans, 5 ans qu'on a un peu arrêté peut-être d'intervenir sur ce segment-là. Mais entre autres considérations, c'est un peu des aspects également de liquidité. Parce que les bons du Trésor, en réalité, quand vous les mobilisez, les intérêts sont précomptés. Okay? Donc, en termes de rendement en trésorerie pour l'émetteur, bon, quand vous émettez sur du 2 ans, c'est des intérêts qui sont précomptés quand même sur la période. Et du coup, donc, en termes de liquidité, c'est éventuellement un instrument qui n'est peut-être pas le plus approprié pour vous procurer la liquidité la plus confortable. Bon, mais néanmoins, c'est quand même dans le corpus, je veux dire, si je puis me permettre, juridique, donc qui est là. Je pense que ça nécessite juste que nous puissions éventuellement échanger là-dessus, voir est-ce qu'il est possible éventuellement que la réglementation, si cela devait être nécessaire, puisse évoluer de ce point de vue-là pour régler un peu cette préoccupation que nous avons. Mais de manière donc comparative aux autres instruments, c'est un instrument qui est un peu relativement plus cher en termes de sortie que les autres instruments auxquels nous avons recouru. Bon, mais comme il y a un intérêt qui est là et peut-être éventuellement une liquidité et que c'est ça que nous cherchons à atteindre, bon, on pourra certainement, à l'issue de ces concertations-là, trouver peut-être les modalités qui permettraient de mieux redéfinir les caractéristiques de cet instrument-là. Merci. Quelqu'un d'autre veut réagir sur M. Saga ou M. Bro? On va répondre à titre à quelques points. Merci beaucoup, M. Vandepel. Bonjour à tous, Oulimata Ndiaye, responsable du département conseil et assistance aux États. Alors, sur les différents points qui ont été abordés, je vais commencer par le 2 ans. Comme ça, nous allons à nouveau évacuer ce point. Je pense que le directeur de la dette publique a justement expliqué pourquoi nous ne faisons plus de 2 ans depuis 2017. Tout simplement parce qu'effectivement, dans la mesure où c'est un instrument qui, aujourd'hui, dans la réglementation 06, est un bon assimilable du Trésor, avec des intérêts précomptés, lorsque nous calculons les rendements qui sont associés à ces titres-là, nous nous retrouvons tout simplement avec des niveaux de rendement qui sont incohérents par rapport à ce qu'on peut obtenir entre le 1 an et le 3 ans. Donc, il y avait un manque de cohérence à un moment donné, mais dans nos souhaits de construire une courbe des taux cohérente et utilisable, donc c'est pour cela essentiellement que le 2 ans a été enlevé de nos titres benchmark. Le 2 ans aujourd'hui, effectivement, vous le retrouvez sur le marché secondaire, mais s'il y a une si forte demande que ça pour le 2 ans, effectivement, la demande peut s'étudier avec les États pour abonder des instruments 3 ans. C'est quelque chose qui peut être fait et on espère qu'au moment effectivement de l'abondement, on se retrouvera dans des niveaux de pricing et de rendement qui permettront de garder cette cohérence au niveau de la courbe de rendement sur le primaire.
Donc, je pense que ça, c'était le premier point pour répondre à votre question. Pourquoi on ne fait plus de 2 ans? On peut en refaire, mais ce ne sera pas sous la forme de BAT. Aujourd'hui, ce sont des instruments qui ne sont plus, c'est une maturité plutôt qui n'est plus benchmark, pour nous en tout cas pour le moment. Pour répondre à la question par rapport aux commissions. Écoutez, c'est quelque chose qui existe. Il existe sur le marché par adjudication. Il y a un système de spécialistes en valeur du trésor qui ont des avantages, qui ont beaucoup, il est vrai, aujourd'hui d'obligations qui sont attendues, beaucoup d'attentes de la part des trésors, mais qui ont également certains avantages, et notamment DDP l'a évoqué tout à l'heure, la possibilité d'effectuer des adjudications ciblées, qui sont donc des opérations spécifiques, et dans le cadre de ces opérations qui ont pour but de développer derrière le placement des titres au niveau du marché, il peut effectivement, ça dépend, c'est en fonction de la bonne volonté de l'émetteur, il peut y avoir effectivement des propositions qui sont faites aux spécialistes en valeur du trésor. Cela rentre dans le cadre de leurs avantages de SVT, tel que c'est prévu par la charte. Et pour finir, pour répondre à la question de Shaïda tout à l'heure sur effectivement les éléments de développement du marché des titres publics, nous avons en cours une plateforme de cotation des titres qui va être mise en place très prochainement et qui va permettre justement de faciliter la découverte des prix et la découverte des offres, et on l'espère de dynamiser le secteur du secondaire en ayant une information tout simplement de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus transparente. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir bien évidemment resserrer les prix bid et ask sur les transactions sur le marché secondaire et donc dynamiser un petit peu toute cette activité. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonjour, Marie-Odile, CGF Bourse. Donc, elle vient tout juste de répondre à ma première préoccupation que je comptais poser à UEMOITIT. C'est sur le point concernant la cotation. On a un marché des capitaux formidable, composé par 8 pays. On a l'avantage d'avoir une bourse des valeurs qui est là depuis 26 ans, un dépositaire central. La question, c'était de savoir comment on peut parler de problématiques de cotation, de réalisation de l'opération secondaire, si on a déjà des outils disponibles pour le faire. Étant donné que ce projet est en cours, on salue l'initiative et on sera ravis de travailler sur ce marché secondaire-là. Ma deuxième question, c'est pour les banques. Les banques participent majoritairement, on a échangé là-dessus avant-hier, avec un niveau qui n'atteint même pas 100 investisseurs, et c'est normal. Donc, quand on parle des corporates, on parle des compagnies d'assurance. Les SGO font leur travail, les SGI font de même. Il serait bien aussi que les banques proposent ces titres-là directement à leurs clients. Quelle est la stratégie aujourd'hui, à standard éventuellement, pour pouvoir approcher vos clients directement? Est-ce que vous faites assez de soumissions pour compte de tiers pour élargir la base des investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réelle problématique. Si les banques ne font que des soumissions directes, le jour où vous allez être confronté à de réels problèmes de ratio, les autres investisseurs n'auront pas eu le temps d'être formés. Et quand on regarde dans leur démarche, s'il y a une entité qui a conscience, qui a connaissance de la liquidité de ces investisseurs, ce sont les banques. Donc, avant même que nous n'intervenions, vous savez déjà quelle est la disponibilité de chaque client dans vos livres. Donc, pour moi, c'est aux banques d'élargir cette base à côté des acteurs commerciaux que nous sommes pour pouvoir atteindre ces objectifs de massification. Sur la partie concernant le retail, évidemment, c'est la digitalisation, c'est l'accès à Sagetil, c'est bien UEMOITIT l'a fait, c'est un parcours de combattant, nous on l'a finalisé, mais le parcours n'est pas simple. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'avez que 2 SGI, vous en aurez 3, nous venons de finaliser le process, mais c'est long. Si entre acteurs, on arrive à traiter les choses aussi avec autant de complexité, le temps d'arriver chez le client, on aura perdu plusieurs mois. Donc, c'est vraiment un écosystème qui doit travailler ensemble. Et vis-à-vis des trésors publics, quand on parle de court, long terme, il faut qu'on regarde qu'est-ce que les investisseurs demandent. Aujourd'hui, en termes de court terme, la demande a toujours été supérieure à l'offre.
de tout temps, depuis l'existence du marché. On ne peut pas effacer le court terme des maturités. Est-ce que les trésors, ça une question, c'est pour le DDP, est-ce que les trésors ne doivent pas considérer leur intervention sur le court terme comme des opérations revolving? Que vous ayez une stratégie qui vous permet de revenir sur le court terme de manière régulière et de considérer que vous aurez la stabilité de votre engagement et vous avez également la sécurité de la liquidité puisque vous avez la demande qui est en face et une certaine demande que vous n'aurez pas à capter si vous n'émettez pas du court terme. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup pour la question qui est d'une très grande importance. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, hein, les banques ont pleinement un rôle à jouer dans l'extension de la base des investisseurs. Alors, de manière générale, je dois dire que je constate qu'il y a de plus en plus de banques, lorsqu'il y a des émissions sur le marché primaire, moi-même j'en ai reçu, qui envoient des messages directement à la clientèle pour les en informer. Je vois que c'est en train de devenir un peu plus vulgarisé. Ça, c'est pour la banque de détail. Donc, qui informe, qui donne les caractéristiques et qui rappelle que, bon, souvent, ce sont des banques qui ont elles-mêmes déjà des SGI et qui rappellent qu'il est possible de passer par elles pour faire les investissements. Donc, pour notre part, du fait du positionnement de la banque, qui n'est pas sur le secteur du détail, c'est vrai que notre interaction avec les investisseurs est plus vers les investisseurs étrangers, je dois dire, au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a définitivement un effort à faire sur la vulgarisation de ce qui est proposition sur les titres, dynamisation. Comme vous l'avez dit, je pense que pour les petits porteurs, la digitalisation sera très importante. Et comment rendre ça plus attractif, comment augmenter la connaissance des marchés par rapport à ça. Donc, définitivement, nous, sur le volet qui est plus banque internationale, c'est vrai qu'on n'a pas tellement accès aux petits investisseurs, mais je me dis que pour la profession bancaire plus large, ça devient intéressant parce que, comme vous le dites, c'est une base qui est importante de constituer au cas où après la donne change. C'est une liquidité qui est importante. Tous ceux qui ont des comptes d'épargne où, par exemple, l'argent est plus ou moins à 3,5%, pourquoi ne pas les avertir qu'il y a des rendements plus favorables qui peuvent être obtenus sur le marché des titres. Donc, je pense que le point est bien noté. Hein. J'ai plein de collègues dans l'assistance. Donc, on va s'atteler à faire mieux et à continuer dans la dynamisation avec UEMOA Titres et puis avec les trésors, avec tous les partenaires qui sont ici. Merci. Moi, j'ai une question. On parle... Ah oui, pardon, M. Sagar. Je félicite CGF qui a effectivement finalisé ses procédures pour pouvoir se connecter à Sagetil hier. J'ai malheureusement essayé de vous contacter en vain pour poursuivre la démarche. Je pense que la volonté qui avait été affichée par UEMOA Titres d'élargir le marché était déjà d'associer les SGI à participer à Sagetil. Il faut reconnaître que le processus a quelques boulots d'étranglement sur lesquels nous allons travailler afin de favoriser en fait la participation des acteurs le plus important, le nombre le plus important d'acteurs au marché. Et cela peut être des premiers pas pour diversifier déjà la base des acteurs et de par là la base des investisseurs. Donc, je vous remercie. Moi, j'ai une question sur les investisseurs étrangers. Est-ce que, parce qu'on considère souvent que les investisseurs étrangers sont des gens volatiles, donc qui viennent et qui partent, causant une grande volatilité dans les taux. Est-ce que, de votre point de vue, par exemple, et du point de vue de la Banque centrale, c'est quelque chose que vous vouliez voir, les investisseurs étrangers? Je réponds en premier, mais naturellement, pour l'émetteur que je suis, la présence d'investisseurs étrangers ne sera que bénéfique. Bon, bien entendu, on souhaiterait ne pas attirer des investisseurs spéculatifs, comme vous le dites. Bon, mais nous savons naturellement qu'ils sont attirés également par des considérations de rendement qu'ils jugent peut-être un peu plus élevées ici que dans leur zone un peu d'intervention. Bon, après, c'est toujours la combinaison des deux principaux facteurs de rendement et de risque. Voilà, je pense que quand même, ils s'intéressent de plus en plus
à notre zone, à ses fondements, un mécanisme donc, qui régule un peu donc, la liquidité, je veux dire, les dispositions concernant un peu le transfert, un peu des ressources, des revenus qu'ils peuvent se procurer. Je pense que de ce point de vue-là, même s'il y a des efforts à faire, c'est quand même, je veux dire, quelque chose qui est bien accueilli à leur niveau. Après, il y a peut-être des contraintes qui sont peut-être d'ordre matériel, parce qu'il va falloir mettre en place des plateformes qui puissent être compatibles un peu avec leur système. Je pense que ces choses-là sont prises en charge, certainement dans un temps relativement court, je l'espère, on pourra peut-être régler cette contrainte-là. Mais je veux dire, si tout cela est comment dire, élevé comme contrainte, je pense qu'en soi, si on parvient à accueillir des investisseurs étrangers qui sont là pour une présence plus durable, avec des ressources, on va dire, beaucoup plus long terme que la liquidité qui est actuellement disponible sur le marché, ça pourra permettre de prendre en charge une partie un peu de la demande qui est exprimée au marché par les émetteurs. Bien entendu, tout se fera naturellement sous un encadrement donc, du régulateur pour que véritablement tous les inconvénients qui pourraient s'attacher un peu à leur présence massive soient évités, comme on l'a connu dans d'autres pays. Je pense qui sont peut-être voisins à la zone, qui ont eu à attirer peut-être de façon assez massive donc, ces investisseurs-là, mais qui, dès qu'ils ont été confrontés à des problèmes, notamment sur leurs devises, les ont vus se retirer. Parce que c'est un problème également de rendement. Si en investissant dans la monnaie et qu'il y a un problème peut-être éventuellement bon, heureusement que ce n'est pas notre cas, de dévaluation qui va venir peut-être réduire un peu le rendement qu'ils en escomptent, c'est peut-être des contraintes qui pourraient éventuellement donc, être assez dirigeantes donc, à l'attrait des investisseurs étrangers. Au total, globalement, je pense que ce serait une bonne chose, bien entendu, dans un environnement discuter, sécuriser avec donc, la Banque centrale. Bon, je pense que peut-être leur opinion sur ce point-là sera également utile. Merci. Du point de vue de la Banque centrale, le marché se porterait bien si les acteurs qui interviennent sont diversifiés, ont des besoins différents et complémentaires. Cela dit, il est important également de tenir compte de l'instabilité ou le risque que l'arrivée trop importante de ces acteurs-là pour se substituer aux acteurs locaux pourrait amener, en fait, dans le fonctionnement de l'économie, notamment dans le cadre de la politique monétaire, à travers laquelle la Banque centrale imprime les conditions qu'elle souhaite pour le financement des économies. Et donc, en cas de tension ou de situation de crise suscitée par ces acteurs-là, cela va amener à réagir. Donc, il est important de tenir compte de ce point de vue-là. Sinon, ce qui est souhaité, in fine, c'est bien sûr l'arrivée d'investisseurs internationaux pour densifier le marché, tout en gardant dans un coin de la tête le risque que une part trop importante du marché soit captée par ces acteurs-là et que leur sortie éventuelle puisse déstabiliser le fonctionnement du marché de façon générale. Et donc, ce sont ces aspects-là que la Banque centrale regarderait, bien qu'elle souhaite l'arrivée de ces acteurs-là qui est appelée de tous nos voeux depuis de nombreuses années. Je vous remercie. Merci. Il y a encore une question dans la salle? Monsieur. Merci. Madame Kony a parlé tout à l'heure de la possibilité de réduire la valeur nominale unitaire sur les bons du Trésor. C'est passé vite fait. Je me demande aussi si la contingence qui est liée à la politique monétaire de la Banque centrale est aussi un argument qui freine le fait qu'on aille un peu dans ce sens-là. Parce que si je prends le secteur informel, dont nous avons parlé toute la journée d'hier, avoir peut-être des titres infra-annuels qui sont nominales 100 000 pourrait permettre aussi d'avoir d'autres types d'acteurs justement de ce secteur-là. Et l'idée même de dire que c'est du prix comme T, ça va encore attirer davantage. Donc, je me demande si c'est l'une des raisons en fait, qui fait obstacle à cela. Merci. La fixation de la valeur nominale est issue d'un règlement communautaire. Et c'est une contrainte qui s'impose à la Banque centrale
Et dès lors qu'il y a éventuellement des révisions dans le sens de voir à la baisse ce montant, la Banque centrale est preneure de ces informations et elle va s'ajuster en conséquence. Les contraintes en la matière ne proviennent pas de la Banque centrale, mais plutôt un cadre communautaire qui a fixé ce montant. Et je crois savoir que c'est ce montant-là qui avait été fixé depuis la mise en œuvre du marché. Effectivement, il y a certainement des marges de réflexion en la matière pour attirer davantage d'agents économiques à revenus relativement faibles. Merci. Monsieur, je crois que vous vouliez intervenir. Merci, monsieur. Je voulais déjà m'associer à monsieur Sagara, qui a finalisé et encourager peut-être l'ensemble des acteurs peut-être à initier et à finaliser le processus. Le point sur lequel je voulais peut-être intervenir, c'est un complément, si vous le permettez. C'était concernant la diversité des investisseurs. Donc, rappelez en fait qu'il faut un peu de tout pour faire une bonne sauce. Il faut des investisseurs institutionnels qui doivent garder la dette pendant longtemps. Il faut aussi des arbitragistes. Il faut des arbitragistes qui doivent pouvoir exploiter des opportunités. Il faut aussi des spéculateurs qui doivent pouvoir prendre des positions sur le marché. Je pense que c'est important. Évidemment, il faut chercher un équilibre entre tout ça là. Il faut aussi des investisseurs internationaux parce que souvent, c'est eux qui viennent avec des idées nouvelles. C'est eux qui viennent bousculer ceux qui sont sur place et qui permettent de porter le marché vers un certain niveau. Je me rappelle en tout cas d'une expérience antérieure où il y avait une institution régionale qui fait des émissions sur le primaire avec un syndicat. Mais dans leur stratégie d'émission, le syndicat a défini des proportions à la fin. Ils ne veulent pas que la dette soit détenue seulement par des institutionnels qui vont garder la dette jusqu'à la fin. Parce qu'ils veulent que leur dette ait une présence, en fait, une animation sur le secondaire. Donc, il y a une proportion quand ils font l'émission. Ils souhaitent, par exemple, que 60% soient détenus par des institutionnels, mais au moins les 40% soient détenus par des acteurs qui animent le marché. Donc, dans les stratégies, il faut tous ces éléments-là. Voilà, donc c'est quelques éléments que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois qu'on peut clôturer la session. Je remercie tout le monde. D'abord les panélistes et tous les intervenants dans la salle. Merci à vous. Merci.